Survivre dans Warhammer 40 000, est-ce que c'est vraiment si difficile? Bah, c'est une question de chance au point d'apparition. Allez, bonne journée à tous. Alors, non, pas que. Mais quand même, votre vie sera très majoritairement influencée selon la planète et la famille dans laquelle vous naissez. Pour commencer un petit tour de l'Imperium, on va commencer par l'exemple majoritaire, les habitants des cités ruches. Globalement, faut imaginer les conditions de travail dans les usines chinoises et la criminalité du Mexique. Alors, on est d'accord, c'est pas folichon tout ça, mais vous pouvez très bien naître et vivre une longue vie relativement ok. Bien sûr, par rapport à nos standards, c'est pas ouf, mais il y a des personnes dans notre monde bien réel avec des vies pires que ça. Simplement, le cerveau s'habitue au confort comme un inconfort, et la population n'est pas beaucoup plus malheureuse en règle générale. Après bon, là, on part du principe que il n'y a pas de problème sur votre monde. Même si, par rapport au nombre de mondes ruches, il est assez rare qu'il y ait une invasion assez grave. N'empêche, il arrive que la guerre se ramène. Alors, si on reste du point de vue civil, c'est une invasion, c'est la guerre, pas besoin de nous faire un grand dessin. Je dis pas que c'est la fête du point de vue des soldats, mais on va se mettre à leur point de vue. Donc, imaginons, vous êtes un garde impérial standard. Et ben, contrairement à l'idée reçue, l'Astra Militarum, c'est pas de la chair à canon. Non, le taux de survie peut être assez élevé. Dans tous les cas, c'est la guerre et c'est pas fun. Mais le 15 heures d'espérance de vie sur le front, déjà, dit comme ça paraît peu. Mais en vrai, même aujourd'hui, c'est pas mal. Parce que quand on compte sur le front, on compte pas les 4 heures qu'il a fallu à cavaler pour atteindre l'objectif. En revanche, la force de la garde, c'est d'être prête à tout pour la victoire, peu importe l'ennemi, que ce soit 3 pignoufs dans une tente entourée de 4 rondins appelés fortifications, ou une flotte entière de Space Marine du chaos, la seule chose qui importe, c'est la victoire, peu importe les pertes. Évidemment, elles seront bien moindres dans le premier cas, et c'est justement le cas le plus courant. Faut pas oublier que la puissance de feu de la garde, dans sa globalité, est phénoménale, et elle peut tenir face à des ennemis largement plus puissants. Après, tant qu'on parle pas du coût de certaines victoires, bon, ça va. C'est pas pour rien que c'est appelé la garde impériale. La majorité de leur mission, c'est simplement être en garnison et tenir les positions. Alors oui, quand ça part en croisade pour purger de l'hérétique ou du Xénos, ça va être guerre. Et oui, si vous êtes un soldat dans un régiment lambda, envoyé en plein milieu d'une croisade, bon, vous allez vous manger 40 combats d'affilée, et au bout d'un moment, il va y avoir des pertes assez élevées. Mais les croisades sont des guerres sacrées et très spécifiques. Faut se rendre compte que les croisades sont souvent accompagnées de Space Marine, ce qui veut tout dire. Dans la garde, les troufions de base sont réputés pour avoir un t-shirt et une lampe torche. Mais le Kevlar symbolique de la garde, c'est le flak. Et ça vaut largement un Kevlar d'aujourd'hui. Alors, c'est clairement pas le meilleur Kevlar, mais on peut trouver bien pire, genre pas de Kevlar du tout. Au hasard, purement au hasard, on va prendre l'exemple de la Death Corps de Krieg. Alors oui, ils sont sous-équipés et se jettent sur des nids de mitrailleuses en espérant noyer l'ennemi sous les cadavres, mais faut rappeler que la Death Corps, c'est littéralement l'armée des clones de Star Wars, mais en plus réaliste. Ce tuto pour trigger les fans de Star Wars vous est recommandé par Olivier Mine. À l'exact opposé de la Death Corps, on peut retrouver les dragons vitriens. Ces régiments proviennent d'un monde ultra martialisé, créant des troupes d'excellence autant dans leurs compétences que dans leur équipement. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me rend fou. Le siège de Vrax. J'ai beaucoup trop entendu que c'était une bataille comme une autre. Non, c'est pas une bataille comme une autre. Ce qui est drôle, c'est que quand vous entendez « Ouais, Vrax, c'est un mardi comme un autre », juste après, vous pouvez entendre la phrase « Ouais, les Space Marines, c'est giga rare, les humains en verront jamais ». Je rappelle, l'estimation dans l'intégralité de l'Imperium, c'est 1 million de Space Marines. Alors, comment ça, Vrax, c'est un mardi comme un autre? Le chapitre des Dark Angels, l'un des 9 chapitres de la première fondation, l'un des 9 plus renommés de tout l'Imperium, s'est déployé dans son intégralité. C'était pour leur objectif personnel, certes, mais quand même. Et plus tard, il y a les Red Scorpions qui se sont ramenés, et ils ont déployé leur Terminator. Allô? Les Terminators, c'est l'élite de l'élite de l'élite, dans les armures les plus puissantes et surtout précieuses de leur chapitre. Et même si c'est un mythe, chaque Terminator possède la Crux Terminator, et on dit qu'il y a un morceau de l'armure de l'empereur himself dedans. Et là on parle du côté loyaliste, mais en allant de l'autre côté, on retrouve des Space Marines du chaos et des Titans.
Donc non, Vrak c'est tout sauf un mardi. Ah, et les pertes au niveau des simples soldats, je vous rappelle les régiments déployés, c'est la Death Corps, donc c'est normal que les morts soient importants. Et le chaos, parlons-en, c'est giga rare d'avoir des problèmes démoniaques. Alors ok, à l'instant où il y a des démons, c'est l'hécatombe. Bon, en dehors du traitement des témoins par les Grey Knights. Bon, et niveau rareté, parlons des Nécrons. Si vous voyez un Nécron, c'est que vous avez gagné au loto du pas de chance. Globalement, la vérité, c'est que niveau humain de base, c'est extrêmement rare de tomber sur ces grandes menaces. Mais bon, si vous tombez en face, j'espère que vous avez un testament. Mais maintenant, imaginons que vous êtes l'un des très rares chanceux, entre très gros guillemets, qui ont la chance de devenir Space Marine. Vous survivez aux entraînements et aux opérations, et vous êtes un Boy Scout. Et partons du principe que vous survivez à vos premières missions afin de devenir un Space Marine lambda. Vous savez pourquoi on dit que les Space Marines sont immortels? Il n'y a que Dante qui doute de Smith. Pourquoi? Parce que Dante c'est le Space Marine le plus vieux de l'histoire. Faut quand même noter qu'il a le gène résistant le mieux à l'âge. Mais le bougre, il a 2000 piges. Et pourtant il ressent quand même le vieillissement. Donc oui, les Space Marines peuvent mourir, théoriquement, de vieillesse. Mais le mythe de leur immortalité, ça vient juste qu'en 10 000 ans, il n'y en a pas un seul qui est mort de vieillesse. Bon, après, avec l'âge de Dante, on peut supposer qu'il vit quand même super longtemps. Mais un Space Marine qui survit à sa période de scout, a quoi 2-3 siècles d'espérance de vie? Plus s'il a de la chance et du talent. Mais une vie de Space Marine, c'est une vie de combat constant. Là où un garde mourant de cause naturelle, s'il s'est mangé 3 ou 4 engagements majeurs dans toute sa vie, c'est déjà beaucoup. Pour un Space Marine, oui, c'est juste mardi. Dans Space Marine 2, on apprend que Titus a passé un siècle dans la Death Watch. Dit autrement, un siècle de combat quasi permanent contre les pires menaces dans les terrains les plus hostiles. Bon alors quoi, je suis en train de vous dire qu'un humain moyen a le choix entre la guerre et l'usine? Peut-être pas. Dans les mondes de l'Imperium, on retrouve de tout. Des sinistres mondes cimetières aux déshumanisants mondes forges en passant par les dangereux mondes mortels ou les surhabités mondes ruches, il y a vraiment de tout dans le pire. Mais il y a aussi les mondes temples, orientés uniquement sur l'aspect religieux. Mais c'est des ultra fanatiques et la moindre déviation c'est le bûcher. Donc, pas ouf. Mais il y a aussi les mondes féodaux. Des mondes bloqués volontairement au Moyen-Âge. Alors c'est pas la vie de rêve, mais c'est une vie simple, loin des grands conflits, loin des démons, loin du chaos, ou de la surveillance constante de l'Inquisition, mais aussi pour le meilleur comme pour le pire, loin de la technologie. Ce sont des mondes humains, à une échelle humaine. Pas idyllique, mais pas non plus cauchemardesque. Et c'est bien là le propos de Warhammer 40 000. Cet univers n'est qu'une caricature à l'instar d'un cyberpunk 2077. À pousser trop loin, on a d'un côté les merveilles de la technologie et de la science, et de l'autre l'exagération. La production à tout prix, le résultat est prioritaire sur le coût. Et ces mondes féodaux, palpables à échelle humaine, présentent une vision, qu'elle soit une bonne ou une mauvaise, elle n'en reste pas moins plus saine comparée à la déshumanisation d'un monde forge, entre autres. Mais d'autres mondes, sans pour autant être coupés de l'impérium et de la technologie, sont dans un équilibre entre un bord et l'autre. Je pense à Tanith, même si on sait tous comment cette planète a fini. En revanche, force est de constater qu'en dehors des problèmes pour se repérer, la civilisation sur cette planète est un mélange assez chill entre technologie avancée pour offrir le confort, mais sans pour autant être déshumanisant. Dans les fesses, ça peut être